Bienvenue à ce numéro de kiosque sur Canal Télévision et Radio Liberté à Kinshasa. Merci, fidèles téléspectateurs et auditeurs de kiosque, d'être toujours là, en train de nous suivre chaque matin sur Canal Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Et ce matin, trois invités, Félicien Bironga, David Kalonji et Mike Gardi Diana. Avec eux, nous allons aborder des sujets d'actualité du jour en République démocratique du Congo. Revenir sur la situation à Uvira, la cité d'Uvira, dans le sud Kivu, après que les FC-23 puissent se retirer de Uvira et que les FARDC puissent reprendre cette cité. Nous allons analyser cette situation avec nos invités. Nous parlerons également, madame, monsieur, de cette année, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête du pays, le 20 janvier 2019 et le 20 janvier 2026, ça fait 7 ans. Alors nous ferons une sorte de bilan, parler des avancées, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est avec nos invités. Entre-temps, ces déclarations d'abord de Jean-Marie Kabengele, maître Jean-Marie Kabengele, qui dit que si la CENI organise les élections en 2028, sans le nord et le sud Kivu, il y aura risque de balkanisation. Que pensent nos invités à ce sujet? Une autre déclaration, c'est le directeur de l'Institut supérieur pédagogique de Kinshasa, ISPT, le professeur Albert Kabasele. Tout ce que Paul Kagame tant que Paul Kagame est à Kigali, nous devons garder Félix Antoine Tshisekedi. C'est le directeur général de l'ISPT qui l'a dit. Les réactions, vous aurez avec nos invités. Eh bien, entre-temps, des appels au dialogue sont en train d'être lancés. Il y a le roi Philippe, le roi belge, qui encourage le chef d'État à organiser le dialogue. Il a dit à Davos. Maxime Prévost, ministre belge des Affaires étrangères, appelle également au dialogue. La France, de par son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a également lancé un appel au dialogue. En société, nous allons parler de mesures pour faire respecter le code de la route. Des mesures prises par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui déclare mobiliser 3000 agents pour faire respecter le code de la route. C'est-à-dire que dès le 26 janvier 2026, de contrôle systématique de permis de conduire, contrôle technique, la vignette, autorisation des transports, de l'assurance et le respect de la grille tarifaire des transports en commun doivent être respectés. Les 3000 agents seront donc dans la rue pour faire respecter toutes ces mesures. Eh bien, c'est l'ossature de kiosque de ce matin, sans oublier que le Sénat américain va évaluer l'accord de paix RDC-Rwanda à partir de demain jeudi. Nous allons faire un commentaire avec nos invités. Félicien Bironga, bonjour. Bonjour madame, bonjour à mon co-débatteur et bonjour au public qui nous suit à la maison. David Kalonji, bonjour, bienvenue. Bonjour aux observateurs, bonjour aussi au public qui nous suit en ce moment. J'espère que nous allons faire un bon débat. Voilà. Nous sommes dans l'attente de Mike Gardi Diana qui va sûrement nous rejoindre dans ce plateau. Alors, Félicien, les mesures prises, on commence par là, par le gouverneur de la ville, pour lutter contre les embouteillages, les désordres dans nos routes. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, à partir du 26, on contrôle tout. Assurance, permis de conduire, contrôle technique, autorisation, dans le tout au même moment. Nous le savons bien, dans tout État, s'il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire l'État sera voué à l'échec. Bon, ce sont des mesures d'abord à saluer parce que les contrôles permettra à ce que nous puissions savoir qui est sur la route et surtout, vu les temps actuels que nous sommes en train de traverser dans notre pays, cela s'avère être nécessaire et important de passer au contrôle, aux vérifications, ainsi qu'aux différents positionnements des engins sur la route. Certes, c'est comme des éloges à faire à l'égard des autorités administratives de la ville de Kinshasa, mais il faudrait également élever l'équivoque de où, comment et quand.
Quand je dis où, comment et quand, c'est-à-dire où faire ces contrôles. Parlons de contrôle technique. Quelqu'un qui quitte, prenons l'hypothèse, c'est la personne qui quitte le boulevard Triomphal pour arriver au rond-point Huilery. Quel que soit l'état de la route, les contrôles techniques ne vaut rien. Parce que la route, elle est tellement délabrée à la personne qui quitte un centre X pour le point Huilery. Du coup, il pourrait être tombé dans un état de panne, pas parce que la voiture vaut mal, mais parce que les états de nos routes ne sont pas praticables. Là, il faudrait que le gouverneur de la ville puisse y marteler. Et parlant de vignettes et taxes et consorts, assurance. Vous savez, nous sommes en train de quitter la zone où il y a eu presque 2 semaines, 3 à 2 semaines de courtoisie routière. Il fallait aller avec mollo. Le fait de nous dire qu'il y aura 3000 agents, alors que les Quinois et Quinoises savent très bien, parce que je suis monaquine, comment est-ce que nous souffrons déjà tous les jours avant qu'ils nous injectent les 3000 agents qu'il a précisé tout à l'heure. Nous sommes déjà en train de souffrir et aujourd'hui, je peux dire, il n'a que légalisé la souffrance de quelques jours auparavant. C'est-à-dire, déjà nous étions dans des tracasseries énormes, nous étions en train de subir des injustices énormes dans la route, mais et là, il nous injecte 3000 agents. C'est-à-dire, dans les 3000 agents, il venait juste de légaliser la tracasserie, les dérangements et les manques à vivre, surtout pour les chauffeurs et les usagers de la route de tous les jours. Mais les payer de l'assurance, les taxes, c'est aussi les devoirs de citoyens. Hormis tout ce que vous Madame, vous savez, des fois ça fait mal quand vous demandez à quelqu'un de payer. Ça fait mal, vous demandez à quelqu'un de payer et la personne paye tous les jours, mais il ne voit rien de concret. C'est-à-dire, nous les usagers de la route, quand nous payons les taxes, quand nous payons nos assurances, nous sommes censés avoir au retour les états des routes à bonne et due forme. Mais quand nous sommes là en train de payer tous les jours, tous les mois, nous sommes en train de réévaluer toujours nos actions. Mais quand nous voyons sur terrain, il n'y a pas les retours de l'ascenseur à notre égard. C'est-à-dire, nous ne sommes qu'en train de jeter notre... Donc l'argent est en train d'être dilapidé. Des fois, ça élève ce qu'on appelle un esprit de révolte. Voilà pourquoi des fois nous avons des villes mortes et nous avons des fériés pour les chauffeurs. Qu'est-ce qu'ils sont en train de revendiquer? Juste les états de route. Madame, vous savez, nous sommes dans un état où on se pose 1001 questions s'agissant des états de route. Est-ce que les états de route est-elle bonne? Je vous répondrai directement non. Bravo et chapeau bas à l'ancien gouverneur qui a laissé plusieurs chantiers en marche. Mais, madame, vous parlez de quoi tout est arrêté? Je vous rappelle tout à l'heure, la semaine dernière, il y avait la pluie. Moi et ma voiture, nous étions dans l'eau. Dans l'eau. Et aujourd'hui, je vous parle, j'ai fait des pieds parce que la voiture, depuis que c'était resté à Victoire vers nos amis de quoi encore on appelle, vers le rond-point Kassavouboula. La voiture est tombée en panne. Pourquoi? Parce qu'il y avait du fleuve naturel, ou encore devant les sièges des institutions, le palais du peuple. Madame, tout va mal. Pour les états de la route, pour tout ça. Il y a quand même la spéculation. Pour les tarifications, peut-être je vais même aller plus loin, je viens encore de demandes de plaques d'immatriculation et machin. Voilà, j'ai vu quelqu'un essayer de me remettre à l'ordre en disant, nous qui avions déjà de plaques et nous ne pouvons plus aller encore à ce sens-là, jusqu'à ce que cela puisse s'intégrer, machin. C'est du désordre. Merci. David Kalonji. 3000 agents seront dans les routes de la capitale pour mettre de l'ordre, lutter contre l'embouteillage et autres. Je me demande si ce n'est pas cosmétique. C'est ça la grande question. Et puis, je m'interroge aussi, je me pose la question, je me dis, bon, c'est le gouverneur. Il est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et le gouvernorat, en fait, a un service de transport. Que reste-t-il aussi de celui qui est le patron du transport, qui est Jean-Pierre Mbemba, et même d'ailleurs la structure au niveau provincial. Moi, je me dis quelque part qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail, mais j'ai comme pour l'impression que, bon, les politiques, ils préfèrent beaucoup plus, revenir avec une campagne médiatique beaucoup plus parlée que
c'est eux qui font, mais qu'en réalité, bon, il y a des services à tous les niveaux qu'ils fassent ce travail-là. C'est un travail de routine. Bon, ça arrive peut-être en retard, mais il faut le faire parce qu'il faut que ça rapporte de l'argent. Ça, c'est en fait à renflouer un peu la caisse de l'État. Mais je préfère en tout cas prendre en contrepartie la réflexion de mon confrère qui semblait dire que mais qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça, nous, la population? Parce que finalement, c'est une entreprise communautaire. Hein? Quelque part, ce sont des actions qui consolident même d'ailleurs l'unité. Quand par exemple, toi tu as payé ta vignette, tu as payé les obligations, et puis on te le retourne dans la route, on se dit quelque part, il y a une très bonne gestion. Donc je comprends l'impression que la notion elle-même de la gestion qui est liée à la démocratie, c'est pas une machine qui tourne encore. Et j'aimerais bien justement que l'on donne un coup de fouet, parce que présentement, nous sommes à l'heure où il faut exorciser. Le mal a dépassé le limite. Autrefois, je le dis, on a posé la question au diable, il a dit en tout cas, les mal des Congolais, je ne l'ai pas compris, c'est pas moi. Je suis celui qui fait le mal, mais ceux-là, en tout cas, leur mal me dépasse. Alors je me dis quelque part, il serait mieux qu'on prenne un peu la chose au sérieux. Le pays est en train de couler. Nous sommes à une phase où on ne sait plus se retrouver. Et il serait mieux qu'il y ait un sursaut, qu'il soit à la fois patriotique, mais qu'on le ressent dans presque la prise de position de presque chacun d'entre nous, dans le travail qu'ils doivent abattre à tous les niveaux. Merci. 3000 agents seront mobilisés. Mergani Diana, bonjour. Bonjour bienvenue. madame. Bonjour à mes collecteurs, merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, de ces décisions que vient de prendre le gouverneur de la ville? Est-ce que ça va mettre fin à tous les désordres que nous vivons dans la capitale, embouteillage, autres? Il faudrait contrôler l'assurance, vignette, permis de conduire. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Est-ce que vous souhaitez dire, comme a dit Félicien, que ces 3000 vont encore renforcer le tracasserie? Je ne tombe pas dans la prétérition, parce que autour de la table, les gens qui nous suivent savent que Kinshasa a beaucoup trop de problèmes, surtout en ce qui concerne la circulation. Il y a le problème de route, ça c'est une évidence, mais il y a également le problème du désordre dans l'organisation, de la structuration. La plupart des jugements qu'on peut établir aujourd'hui, c'est dans quel état d'esprit les usagers de la route sont. Vous savez, quand on vit depuis longtemps dans une forme de désordre béant, les gens ont tendance souvent à se lasser un peu des décisions que doivent prendre les institutions habilitées. Mais dans le fond, Kinshasa a besoin qu'on remette de l'ordre. Il faut de l'ordre. Ça, on le connaît tous. Est-ce qu'on va s'attaquer à une décision qui arrive pour vouloir remettre un peu de l'ordre sur la chaussée? Je ne pense pas. Le problème, c'est que est-ce que la décision, encore les actions menées, seront intégrales? C'est là où nous, on devrait poser la question. Quelle est la qualité des chauffeurs de Kinshasa? Combien sont en règle? Combien respectent le code de la route? Combien respectent ne serait-ce que le bien de l'autre, du privé? Il n'y en a pas. Si jamais on prend une décision dans le sens de pouvoir remettre de l'ordre, on ne peut pas être ceux qui viennent pour pouvoir le descendre. Mais le doute que les gens émettent ici naît du fait que depuis 2 années, on a vu des décisions cosmétiques, oui, ok. Mais on ne va pas jeter l'eau du bébé, l'eau et le bébé. On est dans un contexte où on attend voir ce qu'il pourra faire. Parce qu'il a expliqué c'est quoi les raisons. La première des choses, c'est pour des raisons aussi économiques. Il faut vérifier la vignette. La dernière fois qu'on a fait un contrôle des vignettes, c'était quand? Avez-vous une idée de combien de véhicules qui roulent sur Kinshasa ici, rien que par le contrôle, avec les résultats du contrôle technique, sont des engins, des cercueils en bilan? Le problème n'est pas dans l'intention. L'intention de pouvoir émettre de l'ordre, Kinshasa en a énormément besoin, mais après il faut faire les choses sérieusement. C'est ce que nous on demande au gouverneur. C'est pas venir ici anticiper sur ce qui s'est passé. Ok, il y a eu beaucoup de mauvaises décisions, ça c'est sur Kinshasa dans un contexte où la gestion de la route est un vrai problème, un vrai casse-tête. Oui, mais est-ce qu'il faudra remettre de l'ordre dans le chef des usagers? Ne serait-ce qu'à ces niveaux-là, ce qui est plus facile à faire. Je pense que la réponse de chacun d'entre nous dira que oui. Et donc on va voir ce qui pourra en découler, mais le problème n'est pas tant dans la décision. Ce ne sera pas aussi une première décision de la sorte. Alors, on doit s'interroger sur les récalcitrants. Quand vous dites c'est pas la première fois, j'ai envie de me poser la question, la première fois c'était quand? C'est une question rhétorique, ne vous en faites pas, je n'ai pas le droit de vous poser de questions. Mais dans le fond, c'est là où on dit, le problème n'est pas dans la décision, le problème est dans le sérieux de la décision.
On est arrivé à un niveau, je vais vous donner un exemple. Le jour où on a lancé le contrôle, je crois si j'ai bonne mémoire, de contrôle de permis de conduire, savez-vous que la route était fluide? Parce que les gens avaient gardé leur véhicule. Ou pourquoi? Ils n'ont pas acheté, mais ils ont gardé les véhicules. Non, mais la question c'est pourquoi? C'était révélateur de l'anarchie qui règne sur la route. Est-ce que si on veut mettre de l'ordre à ces niveaux-là, forcément, on a beaucoup de choses à critiquer sur la gestion de Daniel Bumba. Ça, c'est pas un secret. On parlerait aujourd'hui de Kinshasa qui devient un lac après. Ça, c'est un cumul. C'est limitatif de pouvoir croire que ça, c'est une question. Ça fait des années, je me rappelle la tribune d'Adolphe Mozito de Kinshasa à l'enfer sur terre, qui disait exactement les mêmes histoires. Quand le voie des canalisations, oui, depuis 2017. Il n'y aura pas quelqu'un qui doit mettre fin à cela. Je suis perdu, vous parlez de quoi? On vous parle de la réalité aujourd'hui et qui, justement, il faut trouver des mécanismes pour y mettre fin. Le problème ici n'est pas de dédonner qui que ce soit. Le problème, c'est que Kinshasa, aujourd'hui, est la résultante de la passivité des gouvernances depuis un certain moment. Je ne pense pas que si on parle de Kinshasa en 10 ans, quelqu'un me dira que quelqu'un est venu poser des actes convenables. Je ne pense pas. Alors là, vous me poussez à revenir sur les préoccupations des Féliciens. Ils disent payer, oui, mais en retour. Contrôle technique, oui, mais les routes. Vous dites exactement ce que je dis ici. Le sérieux dans les décisions et dans les mesures prises sur la question de la gouvernance. J'ai également dit ici que le doute émis par certains, notamment sur ce plateau, sont fondés du fait qu'on a quand même un passé où il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises mais qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Ou à la limite, on a eu des systèmes où on a fait payer aux usagers sans qu'il y ait eu une redistribution convenable, sans qu'il y ait eu des dividendes tirés en termes de résultats sur l'usage de la route. Ça, on l'avait déjà dit. C'est là où j'ai dit que le doute sont fondés, mais après, il ne faudra pas qu'on soit dans une forme d'autoflagellation, où à chaque fois qu'on veut remettre de l'ordre, nous on est le premier réfractaire à l'ordre parce que autrefois ça n'a pas marché. La meilleure méthode à faire maintenant, c'est quand ils prennent ces décisions, leur rappeler. Votre prédécesseur avait pris autant de décisions, ou vous avez déjà pris des décisions dans le passé qui n'ont pas marché. La bonne question c'est, comment faites-vous maintenant pour que finalement on arrive au résultat? C'est ça d'ailleurs la question du jour. Comment justement qu'on arrive notre au résultat? Notre travail ici, c'est de le pousser au résultat. Pas forcément de temps en temps. Si nous, on se met à parler avec état d'âme comme les citoyens lambda, qui du reste, pour la plupart, sont plus intelligents que nous, ça veut dire que notre rôle d'éducateur de masse ne tient pas lieu. Ça devient une émission populaire. Le Congolais, croyez-moi, les gens sont dans un état d'esprit où, ce que nous, on appelle encore la crise de politique. Le rapport entre les dirigeants et les dirigés est un filon qui s'est coupé depuis un moment. Maintenant, la question, c'est que quand on arrive, c'est comment trouver la jonction indispensable pour que finalement chacun retrouve sa place et que les questions de gouvernance... C'est ça d'ailleurs l'inquiétude, c'est ça l'inquiétude. C'est là où je dis, monsieur le gouverneur, Kinshasa, d'abord rien que... Parce que si je vous demande... Parce que la première règle pour moi, Kinshasa mérite d'être reconstruit. Ça, ce n'est un secret pour personne. Tout expert vous dira que Kinshasa, on est dans une mégapole qui a été pensée pour à peine à l'époque 5000 habitants. Aujourd'hui, on est à combien? Plus de 12 millions. Kinshasa, aujourd'hui, dans la répartition géographique, c'est une ville concentrée. On n'a qu'un seul pôle de développement qui s'appelle Ex-Kalina, Gombe, où tout le monde fait le même mouvement le matin, ressort le même mouvement. On est incapable de pouvoir créer d'autres pôles de développement. On nous a dit la zone économique de Maluku, mais cette zone économique de Maluku est encore une zone spécifique. Ce n'est pas encore une zone capable d'attirer d'autres afflux pour pouvoir équilibrer le jeu en termes de répartition de masse. Donc, il y a autant de questions d'ordre technique à Kinshasa. Quand vous leur poserez la question, ils vous diront on a un problème de moyens, ce qui est à moitié vrai, à moitié faux. Parce que, quand vous voyez une ville comme Kinshasa, posez-vous la question combien paye l'impôt foncier. Pourtant, c'est la plus grande ressource de la ville. Les Libanais qui construisent ici, quand vous arrivez, ils sont même arrivés au niveau où ils sont capables de faire tabasser les agents de l'État parce qu'ils sont protégés par un individu supra je ne sais qui. Mais au-delà de ça, on leur posera la question, on dit, est-ce que pour pouvoir créer des routes secondaires, est-ce que pour pouvoir, ne serait-ce que bitumer les routes, vous avez besoin des milliards? Non. Ça, c'est un travail avec une bonne programmation. En 5 ans, on peut faire autant de kilomètres comme il se doit, si on décide cette fois-ci de se dévouer pour le travail de l'État, que de pouvoir aller se faire chanter par les musiciens. Voilà. Merci, Magardé Diana. Il y a aussi ce problème de tracasserie. Il y a la peur soulevée également par Félicien, voir que ces policiers qui seront mobilisés
venir tracasser davantage la population. Maintenant, Ça aussi, madame, vous savez, la question de la tracasserie, je le prends toujours à deux volets. Quand un Quinois te parle de la tracasserie, c'est pas toujours tracasserie. Oh, comment ça? Je vous donne un exemple. Quand vous demandez une vignette, vous avez tout. Permettez-moi, je vais vous donner par C'est comme exemple. ironie certains Quinois. On vous demande même l'acte de mariage. C'est un peu ironique, mais ça démontre les tracasseries. Non, mais laissez-moi vous donner un exemple. Oui. J'arrive, je sors de chez moi, sur le boulevard. Je sors par Mosquée. Juste à quelques mètres, quelqu'un qui venait de magasin arrive à l'intersection. Il y avait même des embouteillages. Un agent qui s'arrête, qui dit « Attends pour que les gens qui sont là pour déboucher la route, il arrive, il dévie, il arrive, il cogne quelqu'un. » Vous savez quel argument il a sorti? Il voulait juste m'enfuir des tracasseries. Quand il m'a dit tracasserie, c'est pas forcément... La tracasserie est une vérité en fait existante. Et j'ai toujours dit aux gens, c'est la raison de la paupérisation. Quand vous avez une police de circulation pauvre, qu'est-ce que vous attendez? Alors, Quand il est incapable de nouer les deux bouts du mois, l'instinct de survie, croyez-moi, il voudra racketter les gens. Ça, c'est un problème. les problèmes sont partout. Hein. Je vous dis que... Dans la rue, dans la police. J'ai envie de vous dire, j'aime une phrase qu'a dit un ami. Il dit, nous, on a un cumul de retard de près de 1000 ans. Le Congo. Oui. Voilà. Prenons notre sujet. Alors, nous allons parler du mandat du chef d'État, 20 janvier 2019, 20 janvier 2026. Ça fait 7 ans que le chef d'État est au pouvoir. Mais il y a certaines personnes qui disent qu'il n'a pas un mandat, mais il a une mission. Et c'est là que nous prenons à titre illustratif le maître Jean-Marie Kabengele qui dit que la CENI, si la CENI organise les élections en 2028, sur le Nord Kivu, le Sud Kivu, il y aura risque de balkanisation. Et notre professeur, c'est le professeur Abel Kabassé, le DG de l'ISPT, lui dit que tant que Paul Kagame est à Kigali, nous devons garder Félix Antoine Tshisekedi. Félicien, avant de parler bilan, qu'est-ce que vous pensez? Je vais d'abord commencer par ce que le DG de l'ISPT a dit. Oui. Vous savez, ça fait très mal si il y a des propos qui ressortent auprès de scientifiques de ces pays, les gens qui sont formés, qui sont censés former les élus de demain, mais ce sont eux qui sont au premier rang pour bouleverser les systèmes intellects de ceux-là qui sont appelés d'être formés. Si, à son rang, DG de l'ISPT, une institution à cet égard, faire sortir de tels propos, vous sentez qu'il y a plus du clientélisme, du fanfaron et de la perte de l'élite qu'il est. Vous savez, tout État est institué avec les apanages qui sont les règlements intacts. Chez nous, la loi mère, c'est la Constitution. Toute chose, elle a été réglementée là-dessus. Dire aujourd'hui, si Kagame est là-bas, nous devons garder Félix Antoine Tshisekedi ici. Mais que dit nos lois, que dit nos textes? Le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Mais il devait plutôt envoyer les gens aller lire les textes. Pour ces petits pseudo, je dirais que le professeur a été vraiment loin de l'élite qu'il est. Mais c'est pas parce que c'est Félix Tshisekedi qui a réussi à mettre à nu les ambitions. Nous sommes actuellement, je vous dirais que si vous devez compter les décennies, ça c'est pour une 5e fois que le Congo passe pendant des temps pareils. S'il faut compter les années, nous sommes dans notre 30e année. Où il y a guerre, où il y a pour parler. Vous savez, le Congo c'est comme une femme. Elle est enviée de tous les bords. Maintenant, ce que nous devons comprendre aujourd'hui en tant que Congolais, nous devons mettre des bases solides. Et des bases solides, c'est quand nous avons une armée structurée, formée, équipée et très bien prise en charge. C'est ça notre force. Certes, la guerre vaut également du point de vue diplomatique, mais cela ne nous empêche d'être d'abord forts intérieurement avant d'aller demander de l'aide à l'extérieur. Si aujourd'hui nous devons compter sur ce que nous sommes en train de voir à la vue de tous, c'est-à-dire le Congo n'a pas l'armée qui est capable de lui défendre, alors que nous avons des hommes et des vaillants soldats que nous savons tous, ils ont conquis des années récentes, plusieurs conquêtes.
Et quand ils sont sur le terrain, vous sentez qu'il y a le dévouement, il y a la volonté, il y a l'esprit d'équipe. Alors, ce que moi je pourrais demander pour ces 2-3 sorties médiatiques de nos 2 professeurs, du professeur de l'ISPT ainsi que du maître Kabengele, qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin. Qu'ils mettent un peu, qu'ils organisent encore à nouveau leur façon de communiquer. Nous ne sommes plus dans une période où l'homme congolais était bandé des yeux. Non. Nous sommes en 2026. Je m'en souviens qu'en 2016, loin de ce que le président Kabila disait à l'époque, rien de ces mots. Partant de nos philosophies des calculs du temps, on commençait déjà à lui prêter également des intentions. Il veut briguer le mandat, il veut. Mais vous avez vu ce qui était la réponse de la population? Ils ont fait preuve que ce sont eux les souverains primaires. Ils étaient tous dans la rue. Mais aller aux élections, Aujourd'hui, ce sont le Nord et le Sud qui... Aujourd'hui, nous avons le président Tshisekedi, qui jusque-là n'a encore rien dit. Certes, il y a des procès également d'intention. Il veut faire. Mais quand nous voyons l'entourage de son Excellence, monsieur le Président de la République, ceux qui sont nommés par ordonnance du Président de la République, afin de faire sortir des tels... Bon, excusez-moi, je dirais baluverne. Mais c'est dangereux. La population n'aura qu'à voir loin en disant si ce sont ses proches qui les disent, c'est-à-dire, parce que syllogisme, on dira que donc, entre eux, il y a déjà ceux-là qui se disent en coulisses. Ils ne peuvent que venir nous ramener haut et fort. Ce qui est dans de messes noires, cela se raconte. Peut-être à l'égard du chef de l'État. Il n'y a encore rien dit à ce sens-là. Mais aller aux élections sans les 2 provinces, vous pas que Madame, vous savez, partant de ces questions, nous avons eu des jurisprudences, nous avons eu des accords, nous avons eu des pourparlers, nous avons eu des dialogues. Nous ne sommes pas un peuple lointain. Nous sommes de prime abord des Africains. Je m'en souviens de l'anecdote que mon grand-père me disait toujours. Là où il y a le peuple uni, quel que soit le nombre de combats, les pourparlers règlent les tout. C'est pour dire, ceux qui sont à Bukavu, ceux-là qui sont ici à Kinshasa, ne sont pas des citoyens hors pair. Ce sont tous des Congolais comme vous et moi, comme mes frères ici sur le plateau. Vous avez vu le président récemment en Angola, et vous avez vu le président Joao Lorenzo initier des consultations de gauche à droite. Vous pensez que cela s'est fait parce qu'il a voulu le faire? Non. Ils le font parce qu'ils veulent voir en Afrique une nation unie avec des bons termes de voisinage. Mais moi, ce que je peux vous dire, nous devons mettre très loin ces sentiments personnels et je dirais même privés de tous ces sorties médiatiques. L'autre fois, on avait parlé de la communication. C'est que moi, je pourrais demander peut-être à l'Union sacrée de voir comment et quand et à qui communiquer. Parce que vous savez, avec la communication, vous pouvez soulever tout un peuple. Élection, parce qu'on parle bilan. Hein. On a focalisé notre attention sur ces propos, David Kalonji. Est-ce que ça serait vraiment réaliste d'aller aux élections sans les 2 provinces? Bon, je vais commencer. On peut espérer, hein, comme déjà on a lâché Ouvira, demain, les M23 vont également se retirer des autres coins sous occupation. Moi, je n'aimerais pas aborder les problèmes en prenant position des convictions politiques de ceux qui sont à gauche ou à droite, mais je me dis, soyons pragmatiques, soyons réalistes. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la paix? Peut-on, tout ce que nous sommes en train d'évoquer, être intellectuel, bon, ou on n'est pas intellectuel, et puis quelque part, je me dis, bon, cette querelle-là, des mythes de diplôme, ça ne m'intéresse pas du tout non plus. Mais, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement si on n'a pas la paix? Et pourtant, réellement, aujourd'hui, on constate que on est en train de nous grignoter petit à petit notre paix, parce qu'on est en train de conquérir le territoire. Faudra-t-il aujourd'hui continuer à parler en termes de dire nous construisons, que les philosophes parlent, que les juristes vous parlent, que les sociologues, et puis qu'ils conjuguent des efforts,
Mais vous allez les conjuguer sur quoi? Quand, par exemple, la patrie est en train de partir. Voilà ce qui devient très important pour moi. Alors moi, je me dis quelque part, bon, sans doute peut-être, oui, faire tomber un peu la barrière de fanatisme, comme on a semblé l'évoquer sur ce plateau. Ben ça, c'est encore un autre débat. Mais je crois que s'ils trouvent que la meilleure façon de poser ces problèmes-là, c'est de se représenter qu'il y a un ennemi qui est connu chez les Rwandais. Et derrière le Rwanda, il y a qui? C'est la communauté internationale du monde voyou, qui veut à tout prix, bon, mutiler le peuple congolais, nous disait avec le discours de, bon, Banyamulenge, qu'en réalité, ils sont en train de piller notre pays. Va-t-on aujourd'hui rester indifférent à ce qui est en train de venir pour dire, bon, sommes-nous réellement des intellectuels, nous ne sommes pas des intellectuels, bon, avant que nous puissions vraiment regarder la guerre qui est en train justement d'avancer, il faut d'abord qu'on soit intellectuel. Cette guerre-là, laissez-moi vous le dire, moi je trouve que vraiment, elle n'a pas de sens présentement si ce n'est pas, nous devrons nécessairement raisonner profondément par rapport à cette guerre qu'on nous impose, cette guerre qui soit le rassemblement de presque tous les voyous qui ne respectent pas le texte, et il faut justement se battre réellement pour que la parole, pour que la loi, à un moment donné, prend le dessus, parce que nous sommes dans un monde qui se dégrade, dans un monde qui sort du contexte. On commence à parler, bon, d'une gestion des sentiments des individus. Il faut retourner les choses à leur vraie valeur. La vraie valeur, c'est qu'il faut que la force, parce que nous disposons quand même de forces qui obéissent à des lois. On a l'impression qu'aujourd'hui, les lois, on s'en sert pour justement jouer les contraires. Non. Il faut justement faire parler la loi au niveau international, au niveau national, et c'est cette absence-là de la conjugaison de la loi, du respect de la loi, qui nous amène dans un délabrement, dans un monde qui se dérègle. Parce que moi, je suis maintenant de ceux qui croient, et c'est par là que je vais terminer en disant ceci, que, en fait, si on veut pousser plus loin, ce que un véritable citoyen, un citoyen du monde, comme on le dit toujours, peut-être que c'est un terme qu'on utilise, mais un véritable citoyen du monde, c'est à la fois un esprit et aussi un chrétien, un véritable chrétien, pas le style de chrétien qu'on appelle le pasteur qui dit non, non, mais par contre, une élévation d'esprit qui doit nécessairement enfanter la matière et faire respecter les disciplines conjuguées pour asseoir une société. Mais voilà. Moi, je reviens sur un questionnement que vous avez formulé là. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la paix? C'est-à-dire quoi? Parce qu'on sait que cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a 30 ans. Mais aujourd'hui, vous posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire sans la paix? Et un peu d'être Qu'est-ce qu'on peut faire sans la paix? C'est comme pour dire, combattons la paix. Parce que, combattons plutôt on arrête tout pour faire la guerre. D'ailleurs, je crois que à un certain moment donné, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Je suis tout à fait d'accord quand je vois mes amis en train de entrer dans le débat par moment, en train de balancer. Parce que on commence à se cacher. Quand ça ne va plus, on dit quoi? Non, il y a la guerre. Non, on ne peut rien faire sans la guerre. Or, on ne peut pas aussi vivre avec la guerre. Terminons avec la guerre. Non, on arrête tout, on termine d'abord la guerre. C'est même beaucoup mieux. Vous rejoignez, qu'on mobilise le... Écoutez, qu'on mobilise tous nos efforts pour d'abord terminer avec la guerre. Parce que si, par exemple, on termine avec la guerre, bon, on sera maintenant demandé à ce que, bon, les gestionnaires, par exemple, s'expliquent devant la population. Aujourd'hui, tu sais, quand on pousse plus loin à chercher à tout prix, bon, à connaître comment on gère notre pays, les derniers arguments qu'on va vous balancer sur lequel, mais la guerre, elle est là. Je prends les cas, par exemple... Quand il y a eu l'élection en 2000, c'était 18, hein. Il y avait toujours, la partie là, c'était toujours... mais justement, on est en train de donner l'occasion à ces politiciens, à la politicienne, de nous tromper avec tout ça. Non, moi je pense qu'il faut terminer avec la guerre. Il faut qu'il y ait la paix. Et
quand on a la paix, on commence à conjuguer. Je prends les cas par exemple aujourd'hui. Prenons le cas de la gestion par exemple de la RTNC. Vous avez, le personnel qui ne sont pas payés, vous avez de moratoire où le ministre de l'Information qui prive à celle qui est DG d'avoir la signature, on dit, effort de la guerre, mais dans l'entretemps, c'est une chaîne nationale, ces gens-là, ils vivent comment? Ce sont des journalistes, et vous dites en même temps que non, et c'est son syndicat qui a le pouvoir. Je crois que c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. Non, c'est un exemple tout simplement que je donne, mais ne vous en faites pas aussi non plus. Hein. Je suis quelqu'un qui est très informé. Merci. Je sais de quoi je parle. Alors, Mike Gardi, Diana, votre point de vue sur les tendances, la guerre, les élections, c'est vraiment ça le débat. Hein. Faut-il aller aux élections pendant que le pays est agressé? Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais un effort de me tenir très loin du juridisme dans ce genre de débat, mais malheureusement, on ne peut pas le faire continuellement. Si on veut rentrer dans... Il faut faire l'exégèse de la pensée en interne. Vous avez posé une question qui est pertinente. On est allé aux élections de 2018 sans certaines parties de la République. La question, est-ce que le problème a été résolu? La réponse est oui, parce que les députés de l'ancienne législature ont continué les mandats pour représenter les différentes zones. Dans chaque mécanisme de loi, il y a toujours des chiasmes capables de corriger ou encore de maintenir le flot en cas d'empêchement. Ils ont continué, ils n'ont pas été élus. Non mais la continuité. Regarde, puisqu'ils ont eu le bénéfice du mandat des élus la dernière fois, vous ne pouvez pas remplacer sans passer par le même processus, le principe de parallélisme de forme. Puisque la règle, c'est l'élection, autant mieux, quand on n'est pas en mesure d'organiser les élections dans cet espace-là, on redonne à ceux qui ont déjà gagné les élections et qui peuvent parler au nom de cette population-là. Quand je le dis, c'est pas vouloir dire ici qu'on peut pérenniser un système où des individus deviennent de porte-voix éternels d'un coin, ou encore de consacrer cette idée de laisser cette partie-là dans cet état-là pour justifier certaines postures. Mais dans le fond, je crois que la plupart des questions qu'on se pose ici ont de réponses dans la loi. J'aime pas souvent mélanger les débats, mais moi j'ai un point de vue très acerbe sur la question des élections. Et son prisme sur l'Afrique et particulièrement sur le Congolais. Vous comprenez? Parce que je peux poser une question qui peut être une question polémique. La question c'est que les élections résolvent quoi au problème de développement? C'est mon démocratie. C'est la démocratie. Vous voyez votre réaction. Oui. C'est la réaction de quelqu'un qui s'est retrouvé devant une situation complexe, qui a trouvé la réponse la plus facile que votre cerveau vous a donnée, c'est « nous sommes en démocratie ». Ma question n'était pas là, ma question était sur les questions de développement. Vous ne me posez pas des questions, mais... Non, c'était une question rhétorique, mais vous avez tenté de répondre, je me suis accroché. Donc vous voyez, on est dans un contexte où si on va sur le juridisme, chaque position sera défendue, il y aura toujours des arguments pour pouvoir le faire. Mais rentrons dans le contexte sociétal aujourd'hui. Est-ce que c'est légitime de poser le débat sur on doit prolonger son mandat parce qu'il y a eu des faits de guerre? Il y a certains qui vont plus loin et qui disent il a perdu ses quelques mandats dans le conflit avec ses alliés, le FCC-CACH. Et ceux qui vont encore plus loin dire qu'il n'a pas un mandat, mais il y a une mission. Non, ça, ils ne vont pas plus loin. Ça, ce n'est que rhétorique. Ça voudrait dire juste que, en fait, dans la notion de la mission, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui vient avec des idées bien calées et qu'il y a une dimension supra dans l'action qu'il doit poser pour l'élèvement de la nation. Ça, c'est autre chose. Si la mission n'est pas accomplie, il doit continuer. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas ça. Donc, on est dans un contexte où, aujourd'hui, je pense que le combat avec le FCC-CACH fait partie des mécanismes de gouvernance. La preuve, les mêmes personnes qui le disent se sert du déboulement comme argument pour justifier sa force politique. Mais vous parlez de quoi dans ce contexte-là? Si le fait pour lui de pouvoir déboulonner un système qui le clochardisait autrefois est un élément de force que vous intégrez dans un élément de bilan, pourquoi vous voulez exempter ce petit moment de guéguerre? J'aime à rappeler, moi j'ai vu pire. La France de Chirac et Mitterrand, où le Premier ministre insulte le chef de l'État. Ça fait partie des règles de jeu politique. Ça veut dire que c'est lui qui gagne les élections présidentielles, compose avec la majorité parlementaire, l'exécutif et l'émanation du pouvoir parlementaire. Donc en gros, ce sont les mécanismes de gestion. Si vous n'avez pas préparé suffisamment le législatif et que vous devrez composer avec les autres, c'est un fait des gouvernances. À vous de prouver votre force. Comme ils ont prouvé maintenant, ils ont su, par des mécanismes qu'eux-mêmes maîtrisent le secret, dont eux-mêmes maîtrisent le secret, pardon, et ils ont réussi à avoir un système, j'ai envie de dire, le plus homogène de l'histoire de la démocratie.
Le Parlement est à 96% acquis à la majorité. Là encore, je suis gentil. Je suis même pas sûr que c'est à 5%. Vous comprenez? Ça veut dire que si c'est un jeu politique qui constitue un bilan dans les faits, pourquoi l'exempter dans les processus de gouvernance? Deuxième élément, on parle de la question de la guerre de l'Est. À quel moment les faits d'agression peuvent justifier le fait qu'on peut rester au pouvoir jusqu'à vitam aeternam? Pourtant, lors du deuxième mandat, la plus grande promesse du chef de l'État, c'est « je ne me sentirai pas président si je n'arrive pas à éradiquer ce problème ». Et je vais encore plus loin. Son premier mandat, quand il devient président, parmi les premiers éléments de campagne des langages, c'est résoudre ce problème qui est un problème endémique au Congo. Pourquoi c'est endémique? On rentre sur les questions politiques. Tout politique qui vient conquérir le pouvoir à Kinshasa doit savoir qu'il y a un problème congénital de la part de la RDC. La puissance de la RDC est de l'ordre congénital. Le monde, même lors de notre indépendance, les autres nous ont gardés dans l'état d'une zone d'exploitation. Pour les autres, j'aime pas cette phrase-là, mais c'est ce que les autres pensent, le Congo est trop grand pour nous. Ça voudrait dire que parmi les plus grandes missions de quelqu'un qui dirige la République, c'est d'échanger ce paradigme, briser ce prisme. Et le chef de l'État lui-même en a conscience et il en a dit. La preuve, c'est que on peut tout dire autour de lui, mais il fait partie des rares personnes qui ont posé la question fondamentale. C'est que si depuis toujours, on n'a jamais réussi à résoudre ce problème, depuis, pas toujours, depuis une trentaine d'années, si il s'est permis d'investir près de 3 milliards dans l'armée, tout en croyant qu'avec la logistique, on pouvait résoudre cette guerre, et que ce n'est pas arrivé, au pire même, il n'y a pas eu combat et que ces armements se sont retrouvés entre les mains des ennemis, quelle serait la solution définitive pour pouvoir sortir de ce marasme? J'ai toujours dit aux gens, je disais ici sur votre plateau, le problème il doit être là pour trouver cette solution définitive. Ça fait partie de ce pourquoi il a été élu. C'est-à-dire quoi? La guerre du dialogue. La plus grande mission d'un chef de l'État, dans le respect de délai de la Constitution, c'est sortir la RDC de son statu quo d'une zone d'exploitation pour le monde. Il est le seul à prêter serment. En fait, j'ai envie de dire maintenant, le plus grand indicateur de celui, même, et ça c'est un rappel pour ceux qui voudront être des candidats pour les élections à venir, la plus grande mission de celui qui arrivera au pouvoir ou arrive au pouvoir pour le Congo, c'est de nous sortir de ce prisme international où les autres nous voient comme une zone d'exploitation et que nous je l'ai dit, dans les délais impartis par la Constitution. C'est la plus grande mission, puis vient après les questions de développement intégral de la République. La première, parce que je pense même que c'est un corollaire. On ne peut parler du développement si on sait résoudre notre rapport avec la géopolitique au niveau international. On ne saura profiter de nos ressources que si celui qui arrive sait que la plus grande des missions qu'il a, c'est de faire en sorte que le Congo retrouve sa place, sa puissance vocationnelle, parce qu'on a la puissance vocationnelle au regard des éléments matériels, mais le monde veut nous maintenir en cet état-là. Mais que vous ayez accompli cette mission ou pas... Non, mais c'est ce que je dis. Ça voudrait dire que ce n'est pas un handicap, c'est un devoir. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons majeures pour lesquelles on est élu. Donc on ne peut pas s'en servir comme justificatif pour amener les considérations partisanes et politiques. Et je crois que le chef de l'État, personnellement, le sait. Donc en gros, ces débats-là, j'aime pas. Si vous l'emmenez sur le juridisme, on va trouver des alibis à gauche, à droite. Dans le contexte sociétal, vous verrez qu'il n'y a pas de débat. Ce n'est pas un sujet de discussion. J'arrive, je trouve que on me donne le mandat d'une ONG. J'arrive, je me rends compte que c'est une ONG qui a des problèmes de fisc à gauche, à droite. Et moi, je viens, je veux m'en servir, je dis, je ne peux pas développer cette institution parce qu'il y a des dettes à gauche, à droite. Mais c'est ça la mission. Résoudre le passif et va constituer les actifs pour que ceux qui vont arriver après, c'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire. Et donc, je crois que pour moi, il n'y a pas de débat à ces niveaux-là. La Constitution est autant claire. Et si on veut éviter ces débats-là, c'est de ne pas faire le juridisme. Parce que c'est pas, j'ai pas un problème avec les hommes de droit, mais les arguments alambiqués, c'est leur spécialité. Merci. Et on parle bilan. Vous ajoutez quelque chose? Concrètement, très vite. Je crois que le chef de l'État
pas la personne. Mais par contre, cette fonction-là, en ce moment propice, nous sommes arrivés à un moment où il faut privilégier. Il faut privilégier et sortir parfois de lignes tracées. C'est important. Faudra-t-il se représenter que on est dans le débat juridiste, enfin des juristes ou bien des partis politiques? Mais est-ce que ça c'est important? Est-ce qu'il faut l'évoquer présentement? Je prends le cas par exemple, quand les Français sont revenus à maintes reprises, ils ont le plus idéalisé quelqu'un comme De Gaulle. L'action qu'il a menée, quand on regarde, bon, le comportement lui-même, en tant que patriote français, il a fustigé en tout cas les partis politiques à cette époque-là, parce que finalement, bon, il se nourrissait beaucoup plus du sang du peuple, mais qu'en réalité, il ne le servait pas. Et pour rassembler tout le monde derrière la patrie, bon, il a mené une action donnée. Briser les partis politiques et puis aller vers. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à fondre. Et puis il y a quelque chose qu'il faut nécessairement qu'on arrive à confirmer. C'est cette patrie. Mais je reviens comme pour dire, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait le régime de Mitterrand avec Chirac. C'était dans un contexte donné. La France, effectivement, n'était pas en guerre avec une rébellion quelconque. Mais la réalité qu'on a évoquée, bon, ce sont des choses qui arrivent et il faut les accepter comme telles. Donc moi, je crois que je souscris que si, par exemple, on peut faire une exception, bon, s'attaquer même, par exemple, aux juristes, mais je crois que si la politique l'exige, si, par exemple, la patrie en sortirait grand, où est le mal dans tout ça? On viole même les lois. Quand Trump vous dit que moi, je n'ai vraiment... je ne m'en tiens qu'à ma conscience. Et que je m'en fous du reste. Il faudra-t-il penser possible? C'est pas un modèle. Je vais prendre Trump comme modèle. Non, mais quelque chose que Trump a dit, laissez-moi vous rappeler. Non, mais écoutez. Dans 4 ans, il sera mis. Attendez. S'il n'est pas réélu, il sera à côté. C'est-à-dire, il a respecté la loi. Mais laisse-moi t'en parler parce que tu le dis bien. Je ne dis pas que c'est un modèle, mais je constate curieusement aujourd'hui que le monde qui était défini par l'ensemble de lois internationales est complètement en mal par rapport à ces lois-là. Et c'est pourquoi il vous dit, je ne peux m'en prendre qu'à tout simplement ma conscience. Moi, laissez-moi vous dire que je crois savoir effectivement que ce n'est pas un modèle. Oui, je veux bien. Le droit international est un instrument pour les États faibles. Exactement. Voilà, le droit international ne s'est jamais appliqué aux puissances. Voilà pourquoi il faut arriver au niveau des puissances. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, mais il ne faut pas l'accepter comme mode. C'est ça la réalité, effectivement. Mais il ne faut pas l'accepter comme mode. On parle des avancées. 7 ans après, avancées, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Est-ce que les promesses tenues ont été tenues? Félicien, c'est un peu d'être objectif, hein? Vous tous là. Bon, partant du bilan du 7 ans de son excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je risquerais d'être trop regardant. Pour ne pas s'y harceler, peut-être je vais revenir après, je dirais que partant de ses propres mots et de ses propres convictions, s'il faudrait aller récemment, il avait dit, si je n'arrive pas, là c'est pas nous qui sommes en train de les juger, ça sortait de ses propres mots. Si je n'arrive pas à faire ceci, c'est-à-dire mon bilan, et c'est-à-dire j'ai échoué. Du coup, s'il faudrait partir d'abord sur ce point, comme état axe central, il y a l'échec total. C'est quoi qu'il avait dit qu'il ne doit pas arriver? S'il n'arrivait pas à ramener la paix, c'est-à-dire il n'a pas réussi son mandat. Son deuxième mandat, il est en cours. C'est en cours. Hein. Et, madame, il nous reste 2 ans. Dans 2 ans, on ne peut rien faire. Ah bon? Ce qu'on n'a pas pu faire pendant 7 ans, on le fera dans 2 ans. Vous êtes sûr? Vous savez, les Congos méritent mieux. Les Congos méritent un homme qui est capable de mouiller les maillots afin de donner le meilleur de soi-même. Nous avons quitté très loin pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, mais voir les Congos avec le recul qu'ils sont en train de faire, ça fait mal. Quid dit question de son prédécesseur qu'il a été mal entouré?
Parce que le président avait également répété cela, qu'il voit qu'il n'y a pas les gens capables de l'aider. Madame, vous savez, le chef de l'État actuel a 75% avec lui de la gestion des Kabila. C'est-à-dire, le même personne que le chef de l'État actuel était en train de vilipender à l'époque, de dire partant de la mauvaise gestion, partant de la manière dont ils étaient en train de gérer, qui était totalement calamiteuse leur gestion. Ce sont ces mêmes personnes que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le président de la République, à son entourage. Que devons-nous dire? C'est-à-dire, les gens là étaient des bonnes personnes, c'était Kabila les mauvais, ou bien les gens là se sont, comme on dit chez les catholiques, se sont exorcisés. Pour devenir saint. On voit Mende aujourd'hui critiquer Kabila. On voit le Bahati Lukobo attaché avec l'actuel président. Quid de leur véracité sur le terrain? Parce que celui qui a l'âne ne peut que donner naissance à l'âne. Si dans les années précédentes, le chef de l'État avait dit que la gestion des Kabila était calamiteuse, qui est avec Kabila? Mende, qui est avec Kabila? Bahati, qui est avec Kabila? Tout ce monde-là. Aujourd'hui, comme ils font une NC, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des saints, ils sont devenus bonnes personnes. Ou bien la gestion change. Donc, nous sommes appelés tous à avoir un regardant. La seule chose qui nous lie maintenant, c'est le Congo. Mon co-débatteur venait de dire tout à l'heure, il n'y a rien qui est mieux que la paix. Nous devons beau juger, nous devons beau dire des choses sur la gestion du président de la République, mais si on n'est pas un, le Congo va aller de mal en pire. Ah là, c'est le dialogue. Un là est égal au dialogue. J'appelle, aujourd'hui, je profite à partant de votre micro, j'appelle à tous les Congolais, vous qui êtes à l'est du Congo, vous qui êtes à l'extérieur en exil, vous qui êtes ici à Kinshasa, les gouvernants actuels, privilégiez la voie du dialogue. Nous sommes Africains, nous sommes Congolais. Nos valeurs résident dans le pourparler. Quand on parle ensemble, c'est à ces moments-là que ça va jaillir la lumière où nous allons sauver ces grands pays. Et on a eu tant. J'ai même suivi une ancienne vidéo de Joseph Kabila qui disait qu'il en a marre des dialogues, qu'on appelait au dialogue. Il dit que cette fois-ci, niet. Quels que soient les dires de l'ancien président même Kabila, l'ancien président, on avait marre de ces quels dialogues. que soient ces dires, il finissait par faire quoi? Par parler autour d'une même table. Dans une famille, le nombre de fois de parler sur une même table ne peut pas être compté. Voilà, merci Félicien. David Calonge. Je m'inscris en faux par rapport à la position de Félicien. Moi, je me dis quelque part, oui, dialoguer, échanger, c'est pas constitutionnel. Mais c'est important. Peut-être qu'on veut mettre ça en relief et on dit il faut qu'on dialogue. Mais va-t-on se mettre ensemble pour parler de quoi? Je ne vois pas pourquoi il faut nécessairement qu'on arrive à se retrouver pour parler. Même si le chef de l'État, apparemment, c'est comme s'il donne l'impression comme s'il veut accepter qu'il y ait le dialogue. On va parler de quoi? Mais vous ne trouvez pas que c'était venu incontournable? Parce qu'on voit, j'ai cité même le quoi? Je ne sais pas d'où. Le roi belge. Oui, je ne vois pas. Ce n'est pas parce que attendez. Tu sais, à un certain moment donné, revenons un peu sur nous-mêmes. C'est parce que le roi de Belge a dit, il faut qu'on accepte. Non, c'est pas parce que le roi de Belge a dit. Non, mais écoutez, ce n'est pas parce que... Au Togo, en Angola. Togo, Angola ou quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tout le monde a dit que c'est ça ce qu'il faut faire. Parce que je prends les cas. Si on fait l'anatomie de la crise même congolaise aujourd'hui, il y a la main extérieure, d'une façon malhonnête, qui exploite le Congolais. Et aujourd'hui, ils sont même à la base de la division. Au fond, le peuple congolais, il est uni. Tout ce qu'on nous appelle opposition, mais quelque part, quand on peut que être unis si on est sur une même table. Attendez un tout petit peu. C'est-à-dire que même quand on parle, par exemple, de l'opposition, mais cette opposition-là, il faut que ce soit dans l'esprit. Mais ici, vous sentez qu'effectivement, il y a une main extérieure. Même de la manière qu'on est en train de nous demander de faire la paix. Je vais vous choquer peut-être aussi aujourd'hui. Quel pays peut accepter aujourd'hui qu'on lui impose ce qu'on a imposé au Congo démocratique, que s'il faut que tu vives en paix,
il faut que tu signes les accords, que tu partages tes minerais avec le Rwanda. Mais on nous a imposé ça tout simplement. Aucun pays ne peut l'accepter. Et on ne peut pas le dire de la France, des États-Unis, quoi que ce soit. Mais nous avons accepté parce que tout simplement, laisse-moi terminer. Protège-moi un tout petit peu. D'accord. Et aujourd'hui, pour des raisons de la paix, parce que nous avons compris la nature de la crise, que nous acceptons en fait concession. Est-ce pour autant, par exemple, que nous allons avoir la paix comme telle? Parce que le virus, il est là. C'est vouloir voler. Il faut partager, il faut les obliger, il faut qu'on prenne le rémunéré, mais en désordre. Parce qu'on le voit. Donc, dire aujourd'hui qu'il faut qu'on dialogue, bon, si c'est peut-être pour colmater le brèche, se rappeler ce que nous devons être, ne mettons pas de côté que vous n'avez pas le droit de prendre les armes contre la nation congolaise, vous n'avez pas le droit de tuer. Et avoir tué, ça ne veut pas dire que, bon, il faut qu'on se retrouve dans les dialogues pour que vous soyez récompensés. Pas du tout. Donc, autrement dit, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour avancer? Bilan, c'est temps. Bon, quand vous parlez de bilan, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il a dit que, bon, là où on a fait, nous allons faire mieux. Là où on n'a pas fait, nous allons faire quelque chose. Quand je vois l'action de Félix sur le plan social, bon, il y a des efforts qui sont en tout cas appréciables. Social, je prends les cas. Il avait dit que là où on n'a pas fait, nous allons faire. Là où on a mal fait, nous allons corriger. Quand je prends Kadiama Kassese aujourd'hui, c'est que fut Kadiama Kassese hier, et quand il est arrivé, avec l'action aujourd'hui, je constate qu'il y a quand même des avancées qui sont appréciables. Mais c'est le point de vue social. Les services nationaux. Mais ce n'est pas assez. Il faut plus. Quand aujourd'hui je vois la reconstruction dans presque toutes les provinces, on sent qu'on voit, on palpe, ne fût-ce qu'un chantier quelque part, on se dit on est parti de quelque part. Mais il faut reconnaître aussi que il y a une montée en puissance quand même de la gestion. Et il serait mieux justement que l'on s'épanche sur cette réalité, parce que l'action qu'on a portée par rapport à la guerre, aujourd'hui, nous sommes partis d'un point à un autre. On n'a pas vaincu avec les armes, on n'a pas gagné avec les armes, mais on sent que diplomatiquement, on a mobilisé pratiquement le monde entier pour se retrouver être justement du côté de la vérité. Et aujourd'hui, rien que par le pouvoir diplomatique avec le BIC, on est en train de quitter une région qu'on a occupée par, bon, des armes, par des avions, par des bombes, par des personnes, mais on a quitté la ville qu'on a occupée, c'est-à-dire que quelque part l'action diplomatique porte. Mais c'est pas assez. Mais regardez Diane, votre lecture. Je vais également commencer sur l'approche du dialogue. J'ai toujours dit, et ceux qui connaissent savent que ma rhétorique, c'est que quand vous êtes le Congo, le dialogue est un mécanisme de gestion. Ça, c'est une vérité de fait, parce qu'on est un État assez particulier. Les autres États n'ont pas 450 ethnies comme nous autres. La preuve, c'est que quand vous regardez la Constitution, on a érigé la géostratégie comme mode de gouvernance. C'est pourquoi on met beaucoup trop d'accent sur le mandat parlementaire. Et dans l'orthodoxie du constituant, c'est quand on voulait que l'exécutif soit l'émanation du Parlement, parce qu'on connaissait le caractère, j'ai envie de dire, hétérogène du Parlement, et que ça devrait se répercuter sur l'exécutif. Donc c'est un élément à prendre en compte. Le problème, c'est dans la dialectique. Le dialogue dont on veut n'est plus ces dialogues, j'ai envie de dire, correctifs comme c'était le cas. Le dialogue est devenu l'arène des politiques qui, se sentant lésés, utilisent le moyen de pression pour arriver à un dialogue et accéder au pouvoir. C'est devenu beaucoup plus en fait, j'ai envie de dire, le raccourci d'accession au pouvoir qu'un véritable dialogue qui corrige. Par exemple, dans ces questions ici, il y a certaines questions qui ont été posées au plateau qui trouvent réponse dans la méthode choisie. Aujourd'hui, on a deux fronts de dialogue. Il y a Washington avec l'approche externe avec le Rwanda, et il y a Doha au niveau interne avec le mouvement rebelle. Maintenant, la question, c'est qu'il y a deux dynamiques. Et je vois au niveau de la sous-région, il y a une forme de coordination qui se met en place pour pouvoir permettre également aux acteurs de la sous-région d'intégrer cette approche-là pour éviter, parce que je rappelle aux gens, à Washington, il y a eu 4 protocoles d'accord signés. Il y a eu notamment l'accord sur l'intégration économique régionale, qui ne veut pas dire que la RDC doit partager de manière alambiquée ses richesses, comme on le dit maintenant, mais ce que la RDC doit faire en sorte de créer une chaîne de valeur. Ça voudrait dire, vous avez des ressources, permettez aux autres qui n'en ont pas aujourd'hui d'intégrer la chaîne de valeur. Ça voudrait dire, si la RDC a de l'or,
et que le Rwanda et l'Ouganda peuvent se constituer un capital pour pouvoir exploiter en tant que société, en tant que parti privé, l'or de la RDC, tant que la RDC en tire dividende, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est justement pour stopper cet élan des gens qui viennent puiser sur les crânes et la chair humaine congolaise. Et donc, on est dans un contexte où le dialogue a perdu de sa substance parce qu'il y a beaucoup de ramifications. Quand on parle du dialogue, on n'a plus le même entendement sur le dialogue. Et encore que, quand on parle du dialogue tel qu'on veut le dire ici, tel que les politiques le disent ici, c'est retrouvons-nous pour résoudre le problème des frustrations politiques. Parce que, je rappelle, on a crise sécuritaire, mais sur le plan de droit, il n'y a pas de crise politique chez nous. Il n'y a que de frustration politique. Si aujourd'hui la grandeur d'esprit, le chef de l'État l'a dit, il veut qu'on aille plus loin pour le voir, ok. Mais en réalité, la crise, elle est sécuritaire d'abord. Donc on est dans un contexte où le dialogue, oui, mais pour tirer les bons dividendes de ce dialogue, il faut bien recentrer les choses. Mais je reste aussi convaincu qu'un dialogue politique en interne peut être un levier pour toucher beaucoup de choses. Vous voyez, il a parlé d'un élément que moi, je pense qu'il faut intégrer dans la Constitution. Il faut aujourd'hui amener le Congolais à comprendre que quand vous vous alliez aux étrangers pour faire la guerre au Congo pour des intérêts mercantiles, c'est pour moi un manque de valeur. Et que faut-on qu'on intègre dans la Constitution, tout celui qui prend les armes ou s'allie à un pays étranger pour faire la guerre à la RDC, trouvons une sentence. Que ça soit écrit noir sur blanc, comme ça on va stopper les velléités des gens. Il n'a pas été élu. Oui, je viens comme ou ça. Il a eu deux, trois problèmes avec des ouailles du pouvoir qui ont pris un carré minier, et puis il se retrouve rebelle, et puis il dialogue, et puis il redeviendra Premier ministre, et puis Premier ministre, il va récupérer ce mécanisme. Avant de parler bilan, est-ce que vous ne trouvez pas que là où les appels, partout vent, on appelle qu'au dialogue, c'est parce qu'ils trouvent que toutes ces voies, ces stratégies semblent ne pas marcher, on est asphyxié. Alors la seule solution, c'est le dialogue. Quelle stratégie ne marche pas? Parce qu'on vous dit que vous avez évoqué certaines méthodes, que si vous prenez les armes, on doit vous coincer. Oui, oui. Vous croyez que les gens n'y pensent pas? Ils pensent pas. Ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas. Je suis sûr, ils n'y pensent pas. Et toutes ces personnes qui lancent... Ils n'y pensent pas, sinon je poserai des questions qui fâchent ici. Donnez-moi une seule bonne raison qui justifierait que Jean-Jacques Mamba se retrouve rebelle. Vraiment. Vraiment. Daniel Safou est allé partir maintenant. Heureusement, moi, c'est un secret de Polichinelle. Moi, je partais ailleurs, on l'a croisé à Addis Abeba. Il nous a dit qu'il faisait autre chose. À moi, il n'a peut-être pas dit, aux autres, il a peut-être dit. Et puis, quelques jours après, vous retrouvez, il est à Goma. Et quand vous posez la question, il dit non, mes émoluments. En fait, pour des problèmes d'argent, il se retrouve rebelle. Certes, je vais dire aussi une vérité qui choque, c'est que le pouvoir, aujourd'hui, est très doué à créer des frustrations en interne. Le chef de l'État doit regarder son entourage. Son entourage a l'habitude d'aller taper même là où il ne faut pas. Des arrestations. Des arrestations, vous voulez dire? Des interpellations. Non, pas interpellations. Les conflits engagés avec les gens qui ne pensent pas de la même manière qu'eux. Il y a des choses où par grandeur, on aurait regardé, laissé passer. Il y a des gens qui engagent des combats futiles qui créent un climat acerbe. Et ça, ils doivent taper du poing sur la table. C'est comme si dire non devient non. Donc, bilan, sur la question du bilan, j'ai toujours dit, le Congo est une mosaïque. Je ne veux pas me donner l'exercice de faire la note, mais la question c'était, beaucoup de choses n'ont pas marché. Je dis bien, beaucoup n'ont pas marché. Les rares secteurs où quelques 2-3 trucs ont marché, c'est aujourd'hui dans les approches au niveau de finances publiques. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais au niveau des finances publiques, il y a eu suffisamment d'évolution. Notamment sur les questions, quelques cas des gestions. Mais la plus grande difficulté dans les finances publiques aussi, c'est cette problématique de l'équilibre entre recettes et dépenses. Ça, c'est encore une difficulté. Vous comprenez? Et pour le reste, je crois qu'il y a encore autant de difficultés à faire. Jusque-là, on est encore dans les approches structurelles. Les quelques jalons posés qui n'ont pas encore de résultats, mais j'espère que, puisqu'on est parti sur un budget programme, et que cette fois-ci, avant qu'on arrive à l'échéance de ce budget programme qui est quinquennal, ils réussiront à nous sortir un génie. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, il y a encore beaucoup de choses qui ne marchent pas, mais il y a quelques bases qu'ils ont posées. Il ne faut pas qu'on soit ingrat. Il y a quelques bases qu'ils ont posées structurellement. Par exemple, si vous voulez, je peux vous en citer, par exemple, au niveau de l'armée. La restructuration de l'armée aujourd'hui, je trouve très intéressant. La mise en place d'un fonds d'intervention secrète pour rendre autonome l'armée
dans ses actions. La prise en charge de militaires qui s'est améliorée, moi je le trouve très intéressant parce que j'estime qu'aujourd'hui, dans ce pays, s'il y a des gens qui méritent d'être mieux payés dans le contexte qui est le nôtre, c'est d'abord le militaire. Et la grande partie qui n'a pas marché là, la grande partie, on a beaucoup. La création d'emplois, on nous a promis 1 million par an. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait les stats parce que l'économie, c'est mon domaine. Je crois qu'on avoisine à peine le 7 000 pour l'année 2025. Donc on est à moins de 3% de ce qu'on a promis. Est-ce que c'est parce que aussi, dans le budget, 48% étaient destinés aux dépenses d'investissement, mais malheureusement, ils n'ont exécuté encore à moins de 20% pour des raisons sécuritaires. Est-ce que la Libye sécuritaire est une justification? Non. De l'autre côté, on dit non, mais moi, je suis gentil aujourd'hui, je leur accorde le bénéfice du doute. Moi, j'attendrai voir, parce que ça, c'est un secteur où je suis très regardant, parce que je pense, à mon sens, que c'est de là que part ce que moi j'appelle le capital productif pour investir suffisamment dans le projet intégrateur et résoudre le vrai problème de Congolais. Quand on sait gérer les considérations au niveau financier et qu'on sait établir l'équilibre, je rappelle toujours, le problème n'est pas la quantité de la dépense, le problème c'est la qualité. Le chef de l'État a parlé moindre escarmouche à gauche à droite parce qu'il savait qu'il était peut-être le seul à avoir investi depuis l'histoire de la RDC 3 milliards au cours d'une seule année, avec tout ce qu'il avait en jeu comme assurance, il s'était mis l'assurance. Mais il s'est rendu compte que le problème n'est pas la dépense. Le problème, c'est est-ce que la dépense est effectuée avec qualité? Et c'est ça encore notre tendon d'Achille. Ça, il faut le corriger très vite. Voilà. Sinon, le Sénat américain va évaluer l'accord des PRDC-Rwanda. C'est demain. On peut s'attendre. Oui, le Sénat américain doit évaluer parce que... À des sanctions, on sait qui concerne la non-application de certaines mesures. Quelles mesures? L'accord n'est même pas encore entré en vigueur, ils vont sanctionner qui? Non, parce que cette évaluation, on peut s'attendre à quoi? Non, l'évaluation, c'est du fait qu'il y a eu un accord signé au niveau étatique. Maintenant, au niveau de la gestion de l'accord, et puis quand vous dites l'accord, c'est l'accord stratégique avec les États-Unis. Oui. Il y a ce qu'on appelle un comité directoire qui va co-gérer les différents projets. Il y a la partie congolaise et la partie américaine. Donc le Sénat américain, comme chaque État, quand vous dites que le Sénat américain va évaluer l'accord, de la même manière que chez nous, le Parlement va devoir passer au crible de cet accord-là, corriger ce qui n'est pas corrigeable pour que finalement on fasse une jonction et que ça devienne opposable à chaque Congolais. Jusque-là, cet accord-là ne pas être signé. Jusque-là, l'accord est signé, n'est pas encore exécuté. Parce que ça doit passer par le Parlement. Le Parlement doit également évaluer l'accord. Ça peut bouger certaines choses. Bien évidemment, on peut évaluer. Tout comme ça peut ne pas marcher. Ça peut ne pas marcher. Ça peut ou ne pas marcher, bien sûr. Le Sénat peut décider autrement. Ça veut dire que le Sénat évalue le bien fondé, mais également essaie de trouver les orientations, comment tirer suffisamment le droit de son côté. La RDC fera pareil, et le comité, dès que les deux États vont se mettre d'accord, le comité directeur sera mis, ce comité veillera sur chaque projet. C'est-à-dire que chaque projet qui sera exécuté ou intégré dans le cadre de cet accord doit être discuté et validé par ce comité dès qu'on met un accord. Donc ça veut dire que c'est une procédure logique et normale pour éviter que on arrive à des arguments du genre on a bradé. Ça veut dire que si on veut autoriser un truc, ça sera décidé concomitamment. Et je rappelle que l'accord a un délai d'évaluation de 3 ans. Chaque 3 ans, l'accord sera réévalué. Et il y a la possibilité de résilier l'accord si une partie estime que l'accord ne va plus dans le sens de son intérêt. Voilà. Mais je vous rappelle également, ça pourrait tomber caduc comme l'affaire de Vital Kamerhe en 2007-2008, quand il avait perdu le perchoir. Mais ne soyons pas pessimistes. C'était à cause de ça. Parce qu'il avait eu à avoir l'accord au préalable. Mais une fois l'accord arrivé au niveau de l'Assemblée nationale, il a remarqué. Non, ce n'était pas l'accord avec les États-Unis. Non, ce n'était pas avec les... Je parle du retour de l'Assemblée nationale. Dans le sens où ça peut ne pas marcher à ce sens-là. Oui, mais regardons-nous en face. Quelles sont les probabilités que ça ne marche pas? Voilà. Au moins, je pense que vous citez ce que notre débatteur venait de dire tout à l'heure. Non, croyez-moi. Je pense que dans cet accord stratégique, c'est vrai, le côté Sénat, je connais la rigueur, parce que c'est vrai, certes, Donald Trump a également la majorité au niveau de la Chambre des représentants, ce qui veut dire qu'il a la lassitude de pouvoir agir. Même au niveau du Sénat, il a cette lassitude. C'est le seul, cette fois, qui a la majorité, même au Sénat. Donc ça veut dire que... Il y a un boulevard, mais je connais les sérieux des Américains, ils vont vraiment piocher dans le fond. Là, ça rassure au moins, ça rassure les prélats catholiques qui disent qu'on a signé l'accord de 99 ans, c'est une fausseté. Je peux en parler en tant que témoin oculaire. Je peux en parler en tant que témoin oculaire, et je peux en parler parce que l'accord est là, présent. C'est sur le site du département d'État américain. Nulle part on a parlé de 99 ans. Et ce que Donald Trump nous a moi, par contre, tout à l'heure, c'était quoi? Voilà, quand il a dit on m'a appelé pour aller prendre le minerai. Oui, mais ça, c'est son côté taquin. De la même manière, quelqu'un qui parle d'un chef d'État, Emmanuel Macron, il dit « Oh, Emmanuel, il a dit ça, je vais lui augmenter 200% des taxes. » Et puis, il va m'appeler après, il va me dire « Non, s'il te plaît, mon frère. » Diminue un peu. Diminue un peu.
C'est un clou, Voilà. celui-là. L'émission est finie. Merci Félicien. Merci madame, et Maïgardi. merci à mes colocataires. Merci David Kalonji. Merci à vous, fidèles téléspectateurs auditeurs. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montieri. Merci. Je retrouve vendredi. Au revoir. Au revoir.